Dialogue Guinée avec Jeunes Patriotes. Jeunes patriotes. Bonjour. Aujourd'hui, on plonge dans un document assez fascinant. Un plan opérationnel détaillé qui vient de nos sources. L'idée, récupérer des avoirs publics qui auraient été détournés en Guinée. Oui, c'est un scénario hypothétique qui se situerait après le CNRD, et ça cible certaines personnalités et leurs proches. L'objectif est colossal, retrouver potentiellement des centaines de millions d'euros, dissimulés, on imagine, via des réseaux complexes, des comptes offshore. Effectivement, le document décrit une stratégie assez méthodique, en 7 étapes pour traquer ces fonds, souvent cachés dans des paradis fiscaux ou derrière des prête-noms, ce genre de choses. Un vrai défi d'enquête financière internationale, quoi. Tout à fait. Alors, comment on s'y prendrait, d'après ce plan ? La première étape, ça a l'air classique, non ? La collecte d'infos en source ouverte, l'OSINT. Oui, mais c'est l'échelle qui change. Il s'agit vraiment d'éplucher des bases de données financières, genre Orbis, les fuites type Panama Papers, mais aussi les registres publics, les réseaux sociaux, tout ça. Pour chercher quoi, concrètement ? L'idée, c'est de repérer les signes de richesse qui clochent. Ouais. Des biens au nom de proches, parfois même des faux noms mentionnés ici et là. Des liens familiaux d'affaires qui semblent un peu suspects. D'accord. Une fois qu'on a ces premières pistes, comment on fait pour démêler les chevaux des sociétés écrans ? C'est souvent là que ça coince, non ? Absolument. Et c'est l'étape 2. Cartographier ces montages. Les trusts, les sociétés fictives, le plan mis sur l'analyse des structures. Parfois, on part des noms d'avocats, de fiduciaires. Mais surtout, on exploite à fond les leaks. Et puis, les registres des bénéficiaires effectifs. Les fameux UBO. Ah oui, ces registres UBO qui sont censés dire qui est vraiment derrière la société. C'est vu comme une clé, donc. C'est ça. Essentiel. Et ensuite, pour trouver l'argent ou les biens, concrètement. Ça, c'est l'étape 3. Le traçage. Là, le document parle de faire appel à des experts en forensic accounting. La comptabilité d'enquête, en quelque sorte. Exactement. Pour décortiquer les flux financiers. Et si on suspecte des cryptos, on utilise des outils spécialisés comme Chainalysis pour suivre les transactions sur la blockchain. Et les requêtes judiciaires. Bien sûr. Ciblées. Vers des places comme la Suisse, Dubaï. Bon, la source note que l'accès à l'info, c'est très variable. Dubaï, très secret. La Suisse, ça dépend, via la coopération. Compris. Localiser, c'est une chose, mais il faut une base légale solide pour agir. Comment le plan aborde la phase judiciaire ? Étape 4. Cruciale. L'idée, c'est de déposer plainte, mais de manière ciblée, dans des pays qui ont des lois fortes contre la corruption, le blanchiment. Comme la France avec le PNF et les biens mal acquis. Voilà, ou les États-Unis avec leur initiative Kleptocratie. Le plan insiste aussi sur l'appui d'ONG spécialisées, Sherpa, Global Witness. Et des avocats qui connaissent bien ces affaires internationales. Ce qui m'amène à l'étape suivante. J'imagine qu'il faut qu'une coopération internationale énorme, surtout pour geler les avoirs. Exactement. Étape 5. Le plan s'appuie beaucoup sur l'entraide judiciaire internationale, souvent via la Convention des Nations Unies contre la corruption, la CNUCC. D'accord. Il faut aussi mobiliser Interpol, le groupe Egmont, le réseau des cellules de renseignement financier pour échanger des infos, obtenir des ordonnances de gel, des mandats. C'est un travail de longue haleine. Et si, par miracle, tout ça réussit, comment les fonds pourraient être restitués ? Alors l'étape 6 envisage plusieurs pistes. Soit une décision de justice qui ordonne la restitution, soit une négociation diplomatique, peut-être avec l'aide de l'initiative STAR, le partenariat ONUB-Banque mondiale là-dessus, ou alors créer un fonds spécial, géré par un tiers de confiance comme le PNUD par exemple. Et la dernière étape, la 7, communication et protection, pourquoi c'est dans le plan ? Ça peut paraître annexe. Pas du tout, c'est vu comme essentiel. D'abord, protéger les sources, les lanceurs d'alerte, avec l'aide d'ONG comme Transparency, RSF. Ensuite, maintenir la pression médiatique publique pour que ça ne s'enlise pas. Logique. Et enfin, bien documenter toutes les preuves. Ça pourrait servir potentiellement pour des instances comme la CPI si des crimes liés sont découverts. On voit bien la complexité. C'est un mélange d'outils juridiques, financiers, le gel, la levée du secret bancaire via les échanges automatiques d'infos de l'OCDE, technique avec l'enquête comptable, la blockchain, mais aussi diplomatique et civile. C'est vraiment une approche sur tous les fronts qui est décrite là. Encore une fois, il faut souligner, comme on le fait toujours, notre analyse se base sur la stratégie décrite dans ces sources. On ne prend pas position sur la véracité des allégations de détournement. Bien sûr, bien sûr. On décortique la mécanique du plan tel qu'il nous est présenté, c'est ça. L'ambition affichée à la fin du document qui est assez frappante quand même.
Oui, la source termine en disant que l'objectif, l'espoir, c'est qu'une telle démarche, si elle avait lieu et réussissait, ait un effet dissuasif très fort contre la corruption en Guinée et même au Deur. Il y a cette idée assez radicale que toute dépense future des personnes visées, après une éventuelle perte de pouvoir, devrait être justifiée. C'est ça. Sinon, ça pourrait être vu comme une complicité ou du recel après coup. Ça pose une question assez vertigineuse sur jusqu'où peut aller la redevabilité, bien après la fin d'un mandat. Oui, de quoi laisser matière à réflexion.